cette déclaration de l'association des magistrats de Guinée qui s'insurge contre le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme qui est en tournée, qui fait libérer quelques détenus pour telle ou telle raison. Est-ce que l'association des magistrats est fondée de faire une telle déclaration contre le patron du garde des Sceaux? Parfaitement. Ah bon? Parfaitement. Pour Comment la parfaitement? simple raison, allez-y, oui. Il y a une séparation entre les autorités administratives et les Gardez autorités bien le micro, judiciaires. oui. Je veux tout simplement dire, il y a l'indépendance, Oui. il y a l'indépendance et séparation des fonctions entre les deux. Une fois que une personne est poursuivie et la procédure judiciaire commence, ni le président de la République, ni le parquet, ni le ministre n'a la possibilité de libérer l'intéressé. Voilà, allez-y. Il faut absolument qu'il y ait une décision de justice. C'est ce qui calque cela. Alors que c'est lorsque le jugement est rendu, le juge a rendu une décision définitive, le président de la République est capable maintenant d'utiliser le droit de grâce. Mais tant que la procédure est engagée, le gouvernement doit s'abstenir et c'est une obligation du droit dans tous les pays du monde. Alors, Condé a dit que c'est le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Donc, il y a une casquette droits de l'homme. Et imaginons que ce soit, par exemple, libération de détenus mineurs pour des délits mineurs et pour une détention prolongée. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont détenus durant de longues années sans même procès. Est-ce que ce n'est pas compréhensible que le ministre, usant de sa casquette de ministre des droits de l'homme, puisse élargir quelques-uns de ses détenus? Ça ne veut rien dire absolument en droit. Les prérogatives du ministre de la Justice sont dans le code de procédure pénale. C'est l'article 57, c'est clairement dit. Ce qu'il peut faire, des cas comme ça, le ministre ne peut que alerter le procureur pour mettre en mouvement à ce qu'il y ait une décision en faveur de l'intéressé. Point barre. Il est parti, il a constaté que quelqu'un est en détention prolongée. Il ne peut que dire au procureur pour que... En détention illégale alors. Même illégale, quoi qu'il arrive, lui, il estime que c'est une détention illégale. Il appartient au juge de dire si c'est une détention illégale ou pas. Parce que vous savez, ce qui fait la complexité du droit, ce sont les définitions et les prérogatives. Malheureusement, en Guinée, on se dit juriste, on refuse de définir les notions. Je vous donne, avant qu'on passe directement, j'en profite pour vous, parce que nous, les juristes, on vous fait assez du mal. Là, je vous le dis. Par exemple, quand on dit ancien président et président, il y a une différence en droit. Les prérogatives d'un président de la République ne sont pas les mêmes qu'un ancien président. Quand on dit un président de la République a une protection juridictionnelle, la loi n'a pas dit qu'un ancien président en bénéficie aussi. Donc il faut faire la grande différence entre les deux. Un président et un ancien. Si vous lisez bien même notre constitution, nos différentes constitutions, on dit président de la République, on dit ce qu'il y a, et ancien président, ce qu'on va ajouter. Mais pour revenir sur cette question, c'est une illégalité lorsque l'exécutif, que ce soit président, ministre, même si on dit ministre des droits de l'homme, il est ministre. C'est ça le problème. La faculté de juger et de libérer n'appartient qu'au juge. Dans un état de droit, ça n'appartient pas à une autre autorité ou à un autre pouvoir. Vous pouvez consulter n'importe où, vous pouvez lire le code pénal qui donne directement les attributions du ministre. Il ne peut pas faire plus que cela. Il doit faire quoi? Le ministre de la Justice, d'abord, il doit veiller à l'application de la politique du gouvernement en matière pénale et la cohérence de cette application. S'il constate des problèmes, il adresse des notifications au procureur général auprès de la Cour pour agir. Dans ce cas, s'il veut respecter le droit, il trouve une situation que lui juge illégale. Mais ce n'est pas un ministre qui va dire une situation illégale, c'est le juge. C'est pour lui dire il estime illégal, il met en mouvement la procédure pour que le juge se prononce.
il est le juge d'un conflit pénal de libérer, même civil, de libérer, de déclarer la liberté à un individu poursuivi. D'accord. Ça, c'est très clair. L'autre question, les manifestations annoncées par le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. La date, oui? Je voulais en fait Sur, juste poser sur le premier sujet? ministre, en fait, oui, très rapidement. Oui. Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a une ingérence totale du ministre. De Mais l'exécutif, donc, qu'est-ce dans qu'il risque le en fait judiciaire. en cas de récidive? Et s'il continue à agir, est-ce qu'il peut risquer quelque chose? Non, normalement, ce qu'il faut, l'acte qu'il a fait est manifestement illégal. Il suffit de reprendre les gens qu'il a libérés, les retourner en prison. C'est tout. Okay. Alors, les manifestations. Le FNDC a annoncé le jour de sa première manifestation, c'est le 23 de ce mois. Il se trouve que le CNRD a pris un communiqué pour restreindre cette autre liberté. Et que dit la loi en pareil cas? Très bien. Je me rappelle bien, j'étais dans cette salle quand j'ai dénoncé la charte. Dans ce même studio? Même studio. Oui. C'est ici. Ça fait beaucoup de cris. Finalement, tous les jours, les faits me donnent raison. Ah bon? Ah oui. Allez-y. Si vous lisez bien l'article 8 de la charte, les gens l'ont bêtement écrit qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne peut justifier la violation des droits de l'homme. Ouais. C'est clairement dit. Donc, si on utilise ce chapitre, cet article de la charte, c'est clair, on ne peut pas. C'est eux qui ont écrit et signé. Alors que c'était des bêtises qu'on a recopiées dans l'ancienne constitution. Je dis bien des bêtises. Pour la simple raison, en droit, si vous lisez même la charte, vous allez vous rendre compte que la charte consacre 3 types de droits. Les droits intangibles, les droits conditionnels et les droits indirects. Pour les droits intangibles, c'est droit à la vie, il n'y a aucune restriction. Mais les droits conditionnels, ce sont des droits assortis de conditions, c'est tel que la liberté de manifestation. On dit la liberté de manifestation est consacrée, assortie à des conditions de la loi. On dit droit conditionnel. C'est le cas là. Mais ils ont dit qu'on ne peut plus. Donc si je me cadre là-bas, je dirais, ils n'ont aucune possibilité de le faire. C'est ce que la charte dit. Mais en réalité, c'est parce que la charte a été mal rédigée. Revenons normalement. Oui, mais qu'est-ce qui doit être fait dans le présent cas? Est-ce que c'est le FNDC qui respecte la loi ou c'est sont les autorités? Maintenant. Du fait que cela est inscrit dans la charte, moi, FNDC, j'attaque la décision de restriction en disant, suivant l'article 8 de la charte, aucune situation d'exception ou d'urgence ne peut justifier la violation des droits humains. Donc, vous ne pouvez pas réduire notre liberté. Je vais chez le juge. Sachant que le processus là va prendre assez de temps, et le FNDC a envie d'en découdre avec la junte, braver cette interdiction annoncée par la junte dans son communiqué, est-ce que les deux peuvent être concomitamment engagés? C'est-à-dire que vous partez à la manifestation, en même temps, vous juridiquement, non. Juridiquement, maintenant, si le FNDC maintient sa manifestation et marche le 23 juin sans qu'une décision de justice, notamment la Cour suprême, ne lui en donne le droit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Le FNDC a violé la loi. Très bien. Je reviens là-dessus. C'est important ce que je vous dis. En droit, l'acte administratif bénéficie de la présomption de la légalité. Ça signifie, dès qu'on décide, même si c'est illégal, c'est ça la bonne décision. On dit maintenant, si vous ne voulez pas appliquer, vous estimez que c'est illégal, vous l'attaquez devant le juge. Moi, je me suis dit, en visant l'article 8 de la charte, je dis que la décision de la restriction faite par le CNRD est illégale. Je ne vais pas l'appliquer. Mais la loi me dit de tenter un recours en annulation contre cela. Donc, c'est les deux choix. Soit je l'applique, ou je ne veux pas l'appliquer, je l'attaque. Si je ne l'attaque pas, je suis censé violer la loi. Donc, en pareil cas, si le FNDC maintient sa marche, attendre la décision du juge, le FNDC manifeste dans l'illégalité. FNDC manifeste dans l'illégalité.
Et ça peut se retrouver. Malgré la présence de l'article 8 de la charte? Oui, parce qu'il y a une décision qui dit ne faites pas. C'est pourquoi on dit quand. Mais est-ce que la hiérarchie des normes en pareil cas ne peut pas s'inviter dans le débat? Parce que c'est un communiqué. C'est pourquoi je reviens dessus. Qu'est-ce qui interdit au FNDC d'utiliser l'article 8? C'est une décision de l'administration. C'est elle que FNDC doit attaquer en se fondant sur la question suivante. Vous ne pouvez pas attaquer, vous ne pouvez pas m'empêcher de manifester, alors que l'article 8 de la charte m'en donne l'autorisation. La question est très simple. Alors, quand vous dites que c'est une décision administrative, est-ce que le CNRD qui a pris le communiqué peut être considéré comme une administration? Dès qu'on dit décision de l'administration, c'est tout ce qui relève de l'autorité administrative, tout fonctionnaire public. Ce sont des agents publics oui, non, mais je vous dis le CNRD, quand on dit même CNRD, c'est dans la charte, oui. Ouais. Si on dit CNRD même, c'est mal dit. C'est quelqu'un qui signe. En droit et surtout les actes administratifs, c'est le principe de la responsabilité. Qui a signé est l'auteur de la décision. C'est le colonel Sadiba, chef d'état-major général. Il est l'auteur de la décision. Et le CNRD est l'organe c'est sa décision qu'on attaque. Voilà. Ce n'est pas la décision du CNRD. Le CNRD n'a pas de décision. Il y a quelqu'un qui décide. C'est cette décision qu'on attaque avec copie. On prend la copie de la décision, on l'attaque devant le juge. Maintenant, imaginons par exemple que le FNDC attaque cette décision. Mais le juge est libre d'attendre un mois, d'attendre un an, d'attendre peut-être 2 ans avant de rendre publique sa décision. Ça veut dire que pendant ce temps, aucune manifestation ne peut être valable, même si les citoyens n'étaient pas d'accord avec la démarche menée par le CNRD. Exactement. Quand on dit la loi est dure, c'est ça. C'est exactement ça. Tant que le juge ne se prononce pas. Et on ne bouscule pas le juge. On ne bouscule pas le juge. On y reviendra. On ne bouscule pas le juge. C'est qu'en droit, on a très peu d'appréciation. Un juriste ne doit pas parler, il doit faire parler la loi. Et ce que je regrette en Guinée, nous les juristes, nous parlons à la place de la loi. C'est pourquoi, exceptionnellement aujourd'hui, je suis venu avec la loi. D'accord. Maintenant, quand il y a une question, je lis la loi. Au regard de ce que vous dites, parce que là, à date, vu qu'il n'y a pas eu d'action intentée en justice, l'acte administratif dont vous parlez prime sur la loi, donc ça veut dire qu'ils ont interdiction de manifester. Donc si cette manifestation a lieu et qu'il y ait des dégâts, qui en est responsable? Bon, d'abord je reviens, la décision administrative ne prime pas sur la charte. Mais attention, la décision administrative doit être conforme à la charte. Et dans ce cas-là, allons-y, dans ce cas-là, elle n'est pas conforme. On dit si ce n'est pas conforme, vous l'attaquez. Vous n'avez pas autre choix. Donc il y a une démarche qu'il faut suivre. Ou vous l'appliquez. C'est les deux possibilités. Pour moi, ce n'est pas conforme. Si moi, de ceci, j'aurais attaqué. Parce que c'est ce que la loi me dit. Si je ne l'attaque pas, je dois l'appliquer. D'accord. Mais si j'ai fait autre chose, si j'ai fait autre chose, j'ai violé un acte administratif, j'ai subi les conséquences. Maintenant, qui sera responsable? Mais moi qui ai violé la loi, un acte administratif. Alors, on va s'intéresser également aux actions du procureur général Charles Wright qui fait parler de lui. D'ailleurs, il vient d'ouvrir une information judiciaire pour l'accident de la circulation qui est survenu du côté de Bokeh, dans lequel accident, le cortège du ministre de la Sécurité était concerné. Nous allons d'abord nous attarder sur l'information judiciaire qu'il a faite aussi par rapport au crime de sang. Comment vous avez trouvé cette démarche, une plainte portée par les avocats du FNDC? Très bien. D'abord, je commençais par vous dire, quand on dit procureur, on va aller un peu auprès de la cour d'appel. Ouais. D'abord, c'est un magistrat. Le procureur général. Oui, c'est un magistrat. Mais un magistrat debout du parquet. Donc, d'abord, son premier rôle, c'est représenter l'État auprès de la cour d'appel. C'est son premier rôle. Il représente l'État pour la poursuite de l'action publique. Maintenant, dire il peut ou pas, nous allons essayer de lire ses attributions. Parce que c'est la loi qui dit. L'attribution du procureur général près de la cour d'appel,
sont fixés de l'article 40 à l'article 45. Ça ne prend pas du temps. L'article 40 dit le procureur général représente en personne ou par des avocats généraux et de ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel. C'est tout ce que l'article a dit. L'article suivant 41, le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale en toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement du parquet de son ressort. Maintenant, si vraiment qui le saisit? C'est la cour d'appel, c'est un fonctionnaire public ou un citoyen. C'est tout. Il ne peut être saisi que par les trois. Attention, s'il est saisi, il fait quoi? Il transmet le dossier de saisie au procureur de la République compétent. Donc, quand on me dit, il ouvre une information judiciaire, moi, ça me dérange. Parce qu'en fait, il coordonne. Il coordonne. Ce n'est pas lui. C'est pas lui, il coordonne. Ouais, mais quand je suis les débats, c'est comme c'est lui qui fait. Même si vous venez dire, il va vous dire non. La loi est claire. Quand il est saisi, il transmet le dossier, je vais lire l'article, au procureur de la République compétent. Pourquoi? Quand on dit cour d'appel, en Guinée, il y a 2 cours d'appel. Ouais, Conakry et Kankan. Conakry et Kankan. Ouais. Toutes les juridictions qui relèvent de la cour d'appel, quand le procureur est saisi le cas de Bokeh, mais c'est le procureur de Bokeh. Oui, mais c'est ce qu'il fait. Non, attention, je dis fait, tel qu'on le dit. Si je parle, c'est qu'il y a confusion. Parce qu'on dit il, c'est pas lui. Attention, parce que s'il dit il, on fait grande chose. Non, c'est lui-même qui dit, j'ai instruit, j'ai ouvert une information judiciaire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas lui qui ouvre. C'est ça le problème. C'est pas lui qui ouvre, il faut qu'on soit clair. D'accord. Le travail, parce que si on fait comme ça, on noie les procureurs de la République. En réalité, les procureurs de la République sont les véritables acteurs de la procédure. Mais subordonné ne veut pas dire... Non, attention, c'est ça la différence en droit. C'est ça la spécificité du droit. Il est interdit à une autorité de s'immiscer dans les compétences de son subordonné. Et c'est ça qu'il fait, Charles Wright? La loi interdit. Donc on ne dit pas c'est mon subordonné. Tu fais ce que tu dois faire, tu laisses ton subordonné faire ses compétences qui lui sont dévolues. Donc je dis, quand j'écoute tellement ce qui se passe, je pense que vous demandez aujourd'hui les Guinéens, ils ne savent même pas s'il existe des procureurs de la République. Oui, absolument. C'est ça le problème. Je suis parfaitement d'accord donc, avec vous. Tel qu'on est c'est celui qui est à Kankan. C'est lui qui communique sur les informations, sur les trucs. Mais on pense que c'est ça. Donc, est-ce que le fait de communiquer sur l'évolution des dossiers après des enquêtes, par exemple le cas de ce jeune qui a trouvé la mort du côté d'Amdallah, est-ce que ça ne relève pas de lui pour éclairer l'opinion de l'ouverture d'une information judiciaire et les différentes étapes de l'enquête? En réalité, oui, c'est un principe qui est admis. Il y a le principe, c'est secret, la procédure est secrète, mais on ouvre une parenthèse. Soi-disant, il est possible pour éviter beaucoup de malcompréhension à ce qu'on essaie de parler, mais sans toucher le fond. Mais quand le droit, on parle d'exception, il faut faire très attention. Moi, selon moi, parce que ça dépend de la personnalité de l'intéressé. Parce que l'appréciation, c'est lui qui le sait. La loi a dit juste, le principe, il ne faut pas communiquer. Mais quand du fait de ne pas communiquer provoque de problèmes, vous pouvez quand même expliquer. Mais là, il faut faire très attention. Parce que, est-ce que votre communication ne va pas porter préjudice à l'une ou à l'autre partie? C'est ce qui est difficile. Donc, vous avez quand même ce qu'on appelle pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui apprécie ça. Il a le droit d'apprécier. Donc, quand quelqu'un a le droit d'apprécier, pouvoir discrétionnaire, on n'a pas à se prononcer dessus. C'est ça le problème. Alors, sur les actions de Charles Wright, la confusion que vous dénoncez, elle vient des interprétations dans les médias ou bien de l'impression que vous renvoient les actions de Charles Wright lui-même? Bon, d'abord, quand j'entends, ce n'est pas seulement les médias, moi je suis dérangé, je suis enseignant à Yann à l'université, dans la cité, dans les médias, et le procureur lui-même. Quand on parle jeu,
ça signifie que c'est une compétence personnelle. Je dois instruire, c'est moi qui le fais. Et c'est différent, je dois faire instruire, c'est l'autre qui le fait. Donc, j'aurais souhaité dans cette communication, c'est de dire, je vais instruire à tel procureur d'engager la poursuite. Les procureurs sont vraiment le moteur de la poursuite. Parce qu'il suffit de lire les différents, les différentes compétences de procureurs, on se rend compte qu'en réalité, le procureur de la République, il joue beaucoup plus de coordonnateurs. Alors donc c'est la communication qui fait défaut, il y a un problème de communication ou c'est un manque de maîtrise de ces textes? Le texte est clair, mais la manière dont on est en train de communiquer, c'est comme si le procureur qui est là, coordonnateur, c'est lui qui est exécutant. C'est ce qui est dangereux. Oui, mais est-ce que cela vient... Non, à tous les niveaux. Hein. Non, je veux dire, est-ce que ça ne vient pas du dynamisme tout naturel de Charles Wright et peut-être de l'apathie des procureurs d'instance? Bon, vous savez, c'est pourquoi je dis, en droit, c'est compliqué. Quand vous communiquez, insistez sur les définitions et sur les compétences. D'accord. Au lieu de dire, moi j'ai entendu parfois, je vais saisir l'air bien. C'est un exemple. Quand vous prenez ça, je dirais à l'incompétence à ce niveau. Mais dans d'autres niveaux, dans d'autres situations, ce n'est pas de l'incompétence, c'est la mauvaise communication. Parce que finalement, quand vous vous adressez à des gens, ils ne vous comprennent pas. C'est une mauvaise communication. Il faut qu'on sache que le procureur de la République, en réalité, joue beaucoup plus d'ordre de surveillant, de coordonnateur, mais la poursuite de l'action publique, c'est au niveau des procureurs de la République. Le procureur général, donc. Le procureur général. Il y a ce confrère qui nous a envoyé ce message. La loi permet au procureur général, près la cour d'appel, de communiquer trimestriellement sur les dossiers relevant de sa juridiction. Tel n'est pas le cas actuellement, c'est dommage. Vous êtes d'accord avec lui? Mais c'est ce que je dis. Alors, on va rester sur toujours les actions phares enclenchées par le procureur général. Il y a l'ouverture de cette information enclenchée par les avocats du FNDC. Dans la foulée, le procureur général a dit qu'il va orienter le dossier auprès des tribunaux compétents et demander tout de suite la saisine des biens de tous les inculpés. Très bien. C'est là où je parle, il y a assez de problèmes. Ah bon? Ah oui. Mais vous avez dit qu'il est un magistrat debout, le procureur général. Oui, mais allons-y, là où il y a des problèmes. Je vous dis les difficultés. La première difficulté, qui saisit le procureur? C'est la loi qui dit. Le procureur général. Le procureur général, c'est la cour d'appel, c'est un fonctionnaire public, c'est un citoyen. Donc le FNDC, à votre avis? Le FNDC ne peut pas saisir. Et quand j'entends les avocats français ne sont pas des citoyens guinéens. Donc là, d'abord, on laisse ça, c'est un problème. Oui, mais il a dit, Charles Wright, il a été saisi par les avocats. Pourtant, un autre quel avocat nous a dit que... Avocat guinéen ou français? Les avocats français. Bon, la loi a dit. La loi guinéenne. Je vais lire la loi guinéenne. C'est important, oui. Très simple. On va lire. L'article 44, Code de procédure pénale. Le procureur général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un citoyen. Point. Oui, mais la loi n'a pas dit... Il résiste et les transmet au procureur de la République compétent. Il fait résister, il transmet au procureur de la République compétent. Ça s'arrête là. Le FNDC, c'est des citoyens. Non. Pas le FNDC en tant que... Allons-y. Le droit, c'est ça le problème. Je dis le problème que des juristes qui viennent ici, en droit, les choses n'est que par leur définition. Souvent, on a raté les cours d'introduction au droit. FNDC, c'est une structure qui n'est pas reconnue. Ce n'est pas un homme. On ne peut pas les comparer. Une personne morte et une personne physique, il y a un monde entre les deux. La loi est très claire. Qui peut saisir l'article, vous pouvez encore relire l'article 44 du Code de procédure pénale. C'est la cour d'appel, c'est un fonctionnaire public ou c'est un citoyen. C'est eux qui peuvent lui adresser les recommandations, les dénonciations et les plaintes. Si on fait autre chose, on n'est plus avec la loi. Alors, donc ça, c'est le premier élément. Mais est-ce qu'il peut saisir quand même les biens? Très bien. Revenons. La saisine, c'est quoi?
C'est ça important. Parce que je dis, en droit, le chose n'existe que par leur définition. La saisine, d'abord, intervient en matière civile. C'est ça d'abord. Et on est en matière pénale. Attention. La saisine, c'est une mesure conservatoire que le créancier peut demander de mettre entre les mains du juge les biens des débiteurs qu'il va revendre par enchère publique et se faire payer. C'est ça la saisine. C'est entre le débiteur et le créancier. C'est en matière civile. Et quand on dit crime de sang, moi ça me dérange. Vous lisez le code pénal du début à la fin, le crime de sang n'existe pas en Guinée. Qu'est-ce qui existe? Et on a dit une série. On a les infractions criminelles, délits, contraventions. Mais dire crime de sang... Oui, non, mais crime de sang, est-ce que ce n'est pas des commentaires dans la presse? Parce que dans la plainte, il n'est nulle part question de crime de sang. Mais je ne parle pas seulement de ce qui est dans la plainte. Je dis qu'il y a une confusion. Je vous ai dit à l'université, dans la cité. C'est pourquoi je parle de ça. J'écoute les gens qui disent crime de sang. On n'a pas ça dans notre code. Ce n'est pas une infraction chez nous, crime de sang. Ce n'est pas une infraction parce que ce n'est pas défini. Maintenant, c'est ce qui est impossible en matière pénale. Quand vous prenez les sanctions, vous avez les peines accessoires. Il y a les peines complémentaires. Dans les peines complémentaires, c'est là où on voit la confiscation des biens. Et on ne peut confisquer un bien que si ce bien, et ça c'est après une décision définitive, que si ce bien a parfaitement participé à la commission de l'infraction. Alors pourquoi Charles Wright annonce dans la foulée la saisie des biens de Alpha Condé et tout ce qui est contre qui l'information judiciaire va être très attention. En matière pénale, on ne parle pas de saisine. C'est en matière civile. Quand vous lisez les infractions qu'on a dit, ces infractions sont pénales. Donc il n'y a pas de saisine des biens. Je dis, on ne parlera que de confiscation dans ce cas. Si on parle des biens, c'est dans le cas où le bien en question, que ce soit meuble, immeuble, a participé ou a servi à la commission de l'infraction. Si Ibrahima loge des rebelles dans sa villa, il y a des problèmes, on peut servir la villa. C'est dans ce cas. Et aussi, on dit meubles, ce sont les objets qui sont considérés que la loi dit dangereux ou les règlements. On peut confisquer, et comment dirais-je, on peut confisquer les armes. La loi même est claire dessus. Les objets dangereux doivent être confisqués. Donc il faut qu'on soit clair, et j'invite tous les Guinéens, pour qu'ils lisent le code, s'il vous plaît. Le juge n'est pas la loi. Le juge est soumis à l'autorité de la loi. Nous tous, nous les Guinéens, nous devons nous approprier du code pour qu'on comprenne que c'est impossible. Ce n'est pas dans nos textes pour dire que parce que quelqu'un est poursuivi, qu'on doit saisir ses biens en matière pénale en Guinée. Donc, est-ce que maintenant, quelle peut être la démarche, par exemple, des concernés là? Est-ce qu'ils peuvent, en cas de saisine de leurs biens, est-ce qu'ils peuvent intenter une action en justice contre cela? C'est ça? C'est ce que je veux dire. En cas de tentative de saisine, mais ce n'est jamais dans la procédure. Il faut juste, s'il y a des avocats, ce que j'aime en droit, on n'invente pas. Tout est déjà prévu. On l'applique, ce qui est écrit. Quand ce n'est pas écrit, on va chez le juge qui interprète. Donc, quand quelqu'un te dit, mais le procureur est une partie du procès, il peut dire tout ce qu'il veut, mais il appartient au juge de décider. Parce que s'il dit qu'il faut saisir, moi, avocat de la partie adverse, je vais dire, cette disposition n'est pas applicable. Pourquoi? C'est illégal. Prouvé dans le code, il n'y en a pas. Dans le texte, il n'y en a pas. Il y a cette question de Rafa Moussa Makadjabi. Il dit ceci: Charles Wright a affirmé récemment que le FNDC n'a aucune base juridique. Selon lui, quelles conséquences ce propos du procureur général sur les activités dorénavant du FNDC? Bon, en fait, il faut qu'on soit clair parce qu'il y a une interprétation abusive aussi toujours sur le droit de manifestation. Quand vous lisez nos différents textes, surtout constitutionnels, on nous dit souvent que les Guinéens peuvent former des associations et des sociétés
pour exercer collectivement leurs droits. Ça, c'est le principe que la Constitution a dit. Mais on oublie une chose. Quand on dit former les associations et les sociétés, ça veut dire qu'il faut suivre, si c'est une association, pour qu'elle soit formée, il faut qu'il y ait un agrément. Donc on ne sort pas seulement dire on a fait une association. La Constitution dit former une association, former, il y a toute une loi et la procédure qui aboutit au règlement. Donc est-ce que l'FNDC réellement... Non, on a dit c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Non, vous ne me comprenez pas. Au-delà de ça, il y a le FNDC se définit comme une coalition politique. C'est une entité qui est composée d'associations, elles, agréées, qui décident de se fédérer. Très bien. En ce sens, ce sont les associations affiliées agréées qui doivent faire une lettre. Non, il est pour demander à la manifester. Je ne sais pas. Le fait de dire que le FNDC n'a pas une base juridique, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur les actions que la structure va entreprendre sur le terrain? C'est ça sa question. En fait, en ce moment, s'il n'a pas une existence juridique, quand on dit FNDC, on est dans l'illégalité. Ça sera traité comme tel. Quelqu'un me disait la dernière fois, on a vu Gilets jaunes en France. Je le veux bien, c'est le peuple qui a manifesté. Mais ça ne veut pas dire que ce peuple avait le droit de manifester. La preuve, beaucoup ont été pris, jugés, condamnés. Parce qu'on oublie ça. Oui, mais il y a une contestation sociale, c'est une contestation sociale. Le ras-le-bol de la population, on l'exprime partout. Et on en a vu partout, au Sénégal, en France, un peu partout. C'est qu'on le fait un peu partout, mais on assume. C'est ce que je veux dire. Je ne suis pas contre que FNDC manifeste, mais je vous parle du droit. Ce n'est pas parce que le FNDC a demandé, par exemple, l'autorisation de manifestation, on l'a refusé, et que l'FNDC manifeste que je sois contre, non. Mais seulement, on doit savoir qu'on est dans l'illégalité et qu'on doit assumer. Moi, mon problème, c'est seulement ça. On doit assumer. Voilà. Alassane Makanera Kake, merci d'être passé dans cette émission. Il y a cet autre message. Bonsoir les vrais journalistes. Vous nous faites honneur à l'étranger ici en Côte d'Ivoire. Laissez-nous vous dire qu'il y a beaucoup d'étudiants en journalisme ici à Bouaké en Côte d'Ivoire. Dès qu'il est 17h, ils captent tout de suite Dioma, signé Alisseni Dalato Sissé depuis Bouaké. Voilà, ça n'est donc terminé pour le compte de ce premier numéro de la semaine. Merci à vous, Lamine Moïma Sissé. Ce message vous donne le sourire. Il viendra faire une conférence à Bouaké. D'accord, surtout que vous devez aller bientôt en congé. Si le directeur général peut faciliter le déplacement pour l'équipe On refait le monde. C'est le cas du directeur général aussi de Socadi que j'ai rencontré à l'aéroport Blaise Diagne. Oui, Blaise Diagne. Le directeur général de Socadi, il est d'origine libanais, que j'ai rencontré à l'aéroport Blaise Diagne, qui dit que aussi c'est son émission en tout cas tous les soirs à 17h, mais aussi l'émission de matin surtout à Mayafé qui suit régulièrement. Merci donc à vous Lamine Moïma Sissé, Bouakar Sansobari, Cheikh Sadiboundo et Massouma Sogué. Ça en est donc terminé pour ce premier numéro de la semaine. Merci à vous la régie, la technique, à vous auditeurs et téléspectateurs.